Et salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Kingsman 3, première mission réalisée par Matthew Vaughn, celui qui avait réalisé les deux premiers Kingsman, avec en casting principal pour le rôle principal Ralph Fiennes, qui a déjà joué M dans la nouvelle série James Bond et qui a joué Voldemort dans Harry Potter. Donc on va parler de ce film, allez c'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir que Kingsman 3 n'a rien à voir avec les deux premiers volets. Il est presque indépendant en fait de ceux-ci puisque c'est un petit peu l'origine, enfin c'est l'origine du Kingsman, le service secret dans lesquels Eggsy était dans les deux premiers films. Et en fait, on va avoir ce côté indépendant, ce côté historique même, je dirais que Kingsman 3 n'est pas un film d'espionnage comme les deux premiers, mais est plus un film de guerre qui me fait largement penser à 1917, mais ça, on en reparlera plus tard. En effet, c'est un film sur la Première Guerre mondiale et qui est beaucoup plus axé là-dessus. Il y a plein de références justement à la Première Guerre mondiale, que ce soit Lénine, que ce soit justement la mort du duc d'Autriche, enfin quelque chose comme ça, je sais plus son nom exactement, mais ce sont des faits qui se sont produits dans la vraie vie et qui sont desservis en termes de fiction dans Kingsman, mais ça aussi on en reparlera. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir, même en termes de réalisation et du film en soi, parce que les deux premiers Kingsman avaient un côté très humoristique, on accentuait sur les blagues, sur le comique de la chose. Par exemple, je me souviens dans Kingsman 1, quand il y avait toutes les têtes qui explosaient, que c'était coloré, voilà, c'était drôle, c'était, comment dire, c'était, ouais, comique, ça avait une touche humoristique. Et bien, tout ce côté humour qui faisait de Kingsman, justement, qui faisait Kingsman, et ben, on ne le retrouve pas dans Kingsman 3. Mais c'est pas du tout un défaut. Au contraire, je pense que c'est un film qui est beaucoup plus sérieux que les deux premiers. Et ça fait de Kingsman, justement, une grande qualité de ce troisième opus, parce que c'est beaucoup plus sérieux. Alors, même si en termes de mise en scène, il y a quand même des choses qui ressemblent à ce que faisait avant, même si on n'est pas sur les mêmes effets spéciaux, puisqu'on n'est pas sur la même époque et donc pas sur les mêmes technologies. Là où je trouve les deux premiers Kingsman avec quelque chose de full numérique, que ce soit dans son scénario, où on a incorporé plein de nouvelles technologies ou quoi, ou même dans sa enfin, où on incorporait les nouvelles technologies, pardon, dans son image, dans le visuel du film. Euh, Quand voilà, il y avait, enfin, la technologie était très présente dans les deux premiers Kingsman, et bah là, c'est pas le cas. Et justement, je m'attendais à ce qu'on ait un petit côté James Bond avec plein de gadgets et de choses en ton genre, mais toujours dans le style Première Guerre mondiale. Et au final, c'est pas du tout le cas. Au final, on est vraiment sur la Première Guerre mondiale telle qu'elle est, sans gadgets un peu extravagants, comme c'était le cas dans Captain America First Avengers, où voilà, il y avait toutes ces armes un peu futuristes, avec le Tesseract ou quoi. Non, là, c'est vraiment un film qui parle de guerre et qui ne va pas plus, on va dire, faire de fiction que ça, parce qu'il y a quand même une barre de fiction assez conséquente, mais ça reste des choses qui sont possibles dans la vraie vie. Je dis pas que ça arrivait tout, mais c'est que ça reste cohérent avec ce qui a été fait et ça reste possible. Alors du coup, ça change beaucoup au niveau des deux premiers, mais maintenant, est-ce que les fans des deux premiers s'y retrouveront dans le troisième? Alors je pense que oui, parce que le troisième, il y a un grand côté fan service qui est mis en avant et c'est une très bonne chose. Il y a plusieurs choses, par exemple la phrase culte que dit, je ne sais plus le nom du personnage dans Kingsman 1, c'est oh, c'est à ses manières que l'on juge un homme. Et ben cette phrase a été redite dans Kingsman 3, donc on sait d'où vient ses origines. On sait également dans les deux premiers Kingsman tout le délire autour des chevaliers, de la table ronde, Arthur, Merlin, etc. On le retrouve justement dans Kingsman 3 et on sait d'où ça vient et on fait pas du fan service pour faire du fan service. Je trouve que c'est vraiment subtil. Par exemple, là sur le coup de la table ronde, il y a un vrai sens, ça rajoute vraiment quelque chose à l'histoire, ça a une symbolique. Alors que dans certains autres films, on retrouve du fan service juste pour dire voilà, c'est du fan service. Là, pour le coup, dans ce côté, justement, sur la table ronde, ça a une vraie symbolique dans le film, ça a une vraie importance. Donc, en vrai, c'est cool. Euh, Côté fan service, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, il y a le côté costard et parapluie, lunettes,
enfin le fameux costume des agents du Kingsman où ils portent voilà des beaux costards, des beaux vêtements, où ils ont un parapluie, où ils ont des lunettes, et ben ça on va le retrouver dans le film et de manière on va dire, c'est du fan service un peu forcé, mais c'est pas un défaut. Ça fait plaisir d'en avoir aussi, de faire des choses qui sont faites exprès pour les fans et qui sont pas forcément subtiles. Ça fait toujours sourire. Donc en vrai, c'est cool, ça fait partie du truc. Donc je pense que les fans des deux premiers vont se retrouver dans le troisième. Pas comme ils l'auraient souhaité, je pense, parce que effectivement, ça n'a rien à voir, donc ils vont quand même être un petit peu déroutés. Il faut pas s'attendre à un truc du même style. Mais c'est ça qui est bien aussi avec les sagas, et je parle en général. Faut accepter que les sagas changent, que les histoires changent. Et après, il faut qu'elles changent, mais en bien, parce qu'il y a beaucoup de sagas qui l'ont bien compris, comme SOS Fantôme récemment, qui fait tout un changement, mais qui n'est pas un super bon changement, qui est littéralement pété. Et là, c'est pas le cas pour Kingsman, c'est-à-dire qu'on va vers le changement, on va vers quelque chose de nouveau, euh, qui dénature tout ce qu'on avait avant avec Kingsman, mais qui pour le coup n'est pas du tout mauvais. Et ce que j'ai apprécié aussi dans Kingsman 3, c'est que, eh bien, il y a des choses réelles qui se sont passées dans la vraie vie, dont on se sert dans la fiction. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, petit cours d'histoire, la Première Guerre mondiale a été déclenchée suite à la mort je crois, d'un général autrichien, peut-être que je me trompe, d'un général, enfin de quelqu'un d'important en Autriche, et suite à cause des nombreuses alliances qui ont été faites dans la Première Guerre mondiale, et euh, vu que l'Autriche a été attaquée par la Russie, il me semble, enfin, il y a eu à cause des problèmes d'alliance, et ben tout le monde s'est tapé dessus en partie à cause de cette affaire. Et justement, cet assassinat a été repris en fait dans Kingsman 3 comme l'était le vrai, mais, mais ils s'en servent pour la fiction, pour l'histoire. Et ça, je trouve ça cool en fait de jouer avec la réalité pour incorporer une histoire qui du coup est cohérente avec la réalité. Et du coup, on peut se dire, c'est possible que c'est arrivé dans la vraie vie. C'est pas du tout un message complotiste ou ouais, ça s'est passé comme ça. Non, du tout. C'est juste que ça reste cohérent et ça reste possible. Là où les deux premiers films Kingsman, sont pas du tout possibles avec la réalité. Bien que forcément dans les films Kingsman, ils évoluent dans le même monde que nous, mais jamais on contrôlera des satellites pour contrôler toute la Terre entière avec des cartes SIM et pour que tout le monde se foute sur la gueule. Je veux dire, ça c'est pas possible dans la réalité. Mais là, sur ce côté Première Guerre mondiale, ça reste cohérent. Je dis pas que ça peut arriver ou que c'était arrivé, que ça a été caché ou quoi. Non, c'est juste que c'est cohérent et que c'est possible et que il y aurait pu effectivement y avoir cette espèce de complot. Enfin, parce que dans Kingsman 3, il y a toute une histoire aussi concernant le complotisme, on va dire ouais, les personnes qui contrôlent le monde, etc. Il y a toute une histoire par rapport à ça. Mais pour l'instant, on est dans une partie non spoiler, donc je vais pas en parler tout de suite, et peut-être que j'en parlerai pas en partie spoiler. Mais ouais, il y a tout ce côté-là. Pareil pour le personnage de Rasputin, qui a réellement existé, et donc il y a une part de mystère aussi dans la réalité concernant ce personnage. Est-ce qu'il avait vraiment des pouvoirs magiques? Alors ça, on n'y croit pas, c'est un autre débat. Mais en tout cas, voilà, Rasputin il est connu pour ça, pour ses exploits un petit peu, où il aurait réussi à sauver des gens qui étaient condamnés, qui étaient pressentis à mourir, en fait, où tout le monde s'attendait à ce qu'il meure. Et Rasputin, dans la vraie vie, les aurait sauvés. Et justement, là, on joue aussi avec ça dans Kingsman 3, c'est-à-dire que Rasputin, c'est un petit peu le magicien, et du coup, tout le monde écoute, le tsar de Russie écoute, prend au doigt et à l'œil tout ce que dit Rasputin, parce qu'il est considéré comme le messager de Dieu, comme son truc, enfin, comme son apôtre, je dirais. Et c'est cool, en fait, qu'on se serve justement, je me répète peut-être, mais du réel pour en faire de la fiction. Alors, il y a plein d'exemples que je pourrais te donner dans le film, mais c'est pareil, j'ai pas envie de spoiler là tout de suite. Il y aura une partie spoiler, mais on s'attardera sur d'autres événements du film. Et, euh, et ouais, comme j'ai dit, c'était des événements qui sont probables par rapport aux deux premiers films Kingsman. Ensuite, pour continuer, le film, il est assez sympa en termes de combat. Il y a par exemple des grandes scènes de tranchées qui n'ont rien à envier au film 1917. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les scènes de tranchées,
c'est, on va dire, des scènes de bataille où il y aura les 2 tranchées, le no man's land au milieu et où ça va tirer au fusil, à la mitrailleuse, ça va lancer des obus et ça va péter de partout. Tu vas pas comprendre ce qui se passe et c'est vraiment ce qui reflète le mieux la Première Guerre mondiale. Il y a un moment dans le film où tu vois le personnage, enfin un personnage dans le No Man's Land et puis tu vois tous les obus qui sont tirés en même temps vers les airs, t'as l'impression que c'est des feux d'artifice, tu vois. Et, euh, et ben pareil que dans 1917, tu vas avoir des scènes où où certains personnages vont courir dans le No Man's Land et puis ils vont, boum, rafale de mitrailleuse, ils vont tous tomber un par un. Euh, les obus qui vont éclater, qui vont faire des grosses explosions partout. Et franchement, c'est super bien mis en scène. Je pense qu'on peut applaudir le réalisateur pour ça parce que vraiment, on aurait pu faire des scènes de tranchées un peu bof, un peu cliché. Et là, pour le coup, c'est vraiment grandiose. On sent, en fait, pour un film Kingsman, je m'attendais à ce que le côté Première Guerre mondiale soit mis de côté, justement, qu'on passe un peu à côté pour se centrer sur une histoire vraiment différente et pas du tout cohérente avec la réalité, qui se passe des choses un petit peu... ouais, j'ai envie de citer un petit peu comme dans Captain America First Avengers ou dans Wonder Woman premier du titre, où il y a des choses un peu extravagantes ou quoi. Et en fait, c'est quand même très terre à terre. Et du coup, bah, je suis content déjà que ce soit plus terre à terre que les 2 films que j'ai cités. Et en plus, c'est très bien mis en scène au niveau de tout ça, de la violence dans la guerre des tranchées, etc. Euh, et aussi, bah, pas que les batailles dans les tranchées, mais les combats en soi, en termes de corps à corps, ils sont aussi super cool. Bah, par exemple, le personnage de Rasputin, il manie l'épée, et donc il va se battre avec le duc d'Oxford, donc qui est le personnage principal, hein. Il y a des extraits dans la bande-annonce de ce combat. Et je trouve les chorégraphies sont assez originales pour un film qui traite d'épée, de combat au corps à corps, des choses qu'on a déjà vues, mais des milliards de fois dans l'histoire du cinéma. Et ben je trouve que là, il y avait des chorégraphies originales. Pareil, il y a un moment où ils vont s'entraîner à se battre avec des couteaux, et ça a un effet, ouais, comme je dis, original et sympathique à voir. C'est-à-dire que ça se démarque de ce qu'on a l'habitude de voir, et c'est plutôt cool. Alors pareil, bon, pour ceux qui ont vu le film, c'est pas un spoiler, mais il y a un moment où c'est dans la nuit, et il va y avoir des combats au couteau dans le No Man's Land, voilà. Ça spoil pas l'intrigue du film du tout, donc je peux citer ce qui se passe. Et là c'est pareil, cette scène dans la nuit où ils doivent pas faire de bruit pour pas se faire repérer, elle est complètement géniale. Cette scène, je l'adore. C'est une de mes scènes préférées du film, en fait. Et les combats, ouais, non, ils sont beaucoup bien faits. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit problème avec ce côté guerre mondiale, c'est qu'on passe un petit peu à côté du cœur du film, c'est-à-dire la création du Kingsman. En fait, on apprend l'existence du Kingsman quand fin de film, voire ouais, allez, milieu, voire fin de film en fait, on apprend qu'ils ont créé le Kingsman alors que nous, on n'aura en fait rien vu de sa création, on n'aura pas vu comment les personnages se sont dit vas-y, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. En fait, le film nous dit le Kingsman existe déjà depuis peu et c'est moi qui l'ai créé et on le découvre en même temps qu'un personnage important et il vient nous dire bah en fait voilà, j'ai créé ça il y a pas si longtemps. C'est un service secret indépendant parce que les gouvernements ne sont pas capables de prendre une décision correcte. Et du coup, c'est moi qui ai créé ça. Et en fait, bah justement, il nous dit, ok, on l'a créé, on sait que c'est lui qui l'a fait, c'est ses origines, mais on voit pas la création pure et dure du truc. On se dit pas, enfin tout le processus qui a fait qu'il est arrivé au Kingsman, on ne l'a pas. En fait, on est arrivé dans le film et on a direct pris connaissance du Kingsman. On n'a pas vu sa création. On est déjà arrivé. En fait, on est arrivé dans le film, on nous a dit, voilà, le Kingsman existe déjà. Et c'est un peu dommage, je trouve, qu'on n'ait pas tout ce côté création parce que, ben, certes, c'est la première mission du Kingsman, donc là, c'est réussi parce que c'était sa première mission. Cependant, j'aurais quand même kiffé voir sa création, voir comment il va se dire, ok, on va créer ce service secret, comment ça va se faire et tout. Et ça, malheureusement, euh, on n'a pas. Mais bon, après, c'est pas forcément un grand défaut à souligner, mais il faut juste, voilà, pas que vous ayez des attentes concernant ça, que vous vouliez voir, pardon, la création pure et dure du Kingsman, parce que vous ne la verrez euh, pas plus que ça. Vous entendrez quelques trucs qui disent, voilà, on a fait ci, on a fait ça, mais vous ne le verrez pas en temps réel, sa création.
Sinon c'est un nouveau il y a plein de nouveaux personnages, ça paraît logique vu que, bah, c'est dans une toute nouvelle, époque, on va dire, enfin non, contre une ancienne époque par rapport aux Kingsman et du coup tu étais obligé d'avoir un nouveau casting, un nouveau personnage donc comme je l'ai dit, il y a Ralph Fiennes qui joue le duc d'Oxford qui s'appelle Orlando, qui le joue assez bien et qui, voilà, en fait, c'est pas un personnage plus travaillé que ça en début de film, mais il y a eu un événement qui a fait que le personnage a pris en charisme et a pris en volonté. Et alors on en parlera de cet événement en partie spoil, ne vous inquiétez pas. Et c'est à partir de là que j'ai trouvé son personnage intéressant, mais avant il n'était pas inintéressant, mais c'était pas un personnage qui sortait du lot. Euh, Après, en fin de film, si, et c'est toujours le cas maintenant, je trouve qu'en fait, il est intéressant et bien travaillé. Ensuite, on a une nouvelle héroïne qui s'ajoute, qui est Polly, donc qui me fait, mais alors, dès que je l'ai vue, rien que physiquement, elle m'a fait penser à Captain Carter, donc de l'univers Marvel, de l'univers Captain America, etc. De sa série aussi. Elle m'a fait penser physiquement à Captain Marvel, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle m'a aussi fait penser à elle dans son charisme, dans son rôle qu'elle a en fait, dans le rôle d'espionne, de femme forte qui va sauver les hommes, dans son côté doué au tir, dans son côté un petit peu enquêtrice aussi, parce que c'est elle qui fait les enquêtes. Et ouais, je trouve le personnage limite copier-coller de Captain Carter. C'est peut-être pas le cas et je pense pas que ce soit fait volontairement, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, ou même physiquement, on a Captain Carter, enfin, non, on n'a pas Captain Carter, mais on a de grandes ressemblances avec le personnage de Captain Carter de l'univers Marvel. Voilà. Le personnage qui se démarque un petit peu en termes de charisme, en termes de scènes visuelles incroyables, c'est le personnage de Shola, donc qui est un personnage sud-africain qui était présent dans l'introduction du film, dont on parlera en partie spoil tout à l'heure. Mais c'est un personnage qui, déjà, rien que sa façon de combattre avec ses sabres qui viennent probablement d'Afrique du Sud, il a une manière de combattre très particulière et beaucoup trop stylée, c'est fluide, c'est dynamique. Et le personnage, il envoie du lourd, il est charismatique, il est super, super cool. Donc voilà. Après, il n'a pas un temps d'écran super évolué, c'est vrai. Il a eu ses moments de gloire, on va dire, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir plus. Euh, Après, bon, j'ai failli dire une connerie, on en parlera en partie spoil aussi, mais c'est un personnage qu'on reverra à l'avenir et qui est super, super intéressant et qu'à mon avis on devra travailler beaucoup plus. Mais s'il y a un personnage qui porte à défaut, je pense, c'est le méchant principal, celui dont on connaît l'identité quand vraiment toute fin de film. Alors, en fait, quand je dis qu'on connaît son identité, c'est-à-dire qu'on va on va le voir de dos jusqu'au début du film, en fait, du début du film jusqu'à la fin, on va le voir de dos, on va l'entendre parler, on va avoir des phases de dialogue avec lui, mais on va le voir souvent dans le film, mais on ne saura qui c'est qu'en toute fin du film. Et ça, je trouve, c'est assez intéressant. Le problème, c'est que quand on découvre son identité, on a un petit peu ce côté de bah, qui es-tu? T'es qui toi? Euh, Sa tête nous dit vaguement quelque chose, mais on a du mal à savoir qui c'est, tu vois. Et heureusement qu'il y a des flashbacks après qui nous montrent qui c'est, que c'était un personnage qui était en arrière et qui était mis de côté un petit peu, enfin qui avait un rôle ultra secondaire et dont personne faisait attention. Et heureusement qu'il y avait ces flashbacks parce qu'en fait, quand tu le découvres qui il a changé de physique par rapport à comment on le voyait avant dans le film. Et je trouve ça, bah, c'est vraiment. Je trouve qu'ils auraient dû mettre un autre méchant à la place que lui parce que vraiment, on ne sait pas qui c'est. Et puis même avec les flashbacks, quand on découvre qui c'est, on fait ouais, bof, bah en fait, on sait pas plus qui t'es. En fait, t'as pas eu un développement de personnage de ouf. Et même, on connaît pas plus que ça ses motivations. Alors, on sait que c'est une motivation politique, mais on n'en sait pas plus que ça finalement sur ce qu'il dit, sur ses intentions. On n'en sait pas plus que ça. Et franchement, je trouve qu'on aurait dû plus le travailler. Euh, donc voilà. Je pense qu'on a fait rapidement le tour de la partie sans spoiler, mais je vais rapidement rajouter un truc avant de rentrer dans le spoil intensif. C'est un petit défaut que j'ai trouvé. C'est entièrement subjectif, je pense.
Et c'est un défaut qui s'applique à chacun des Kingsman et pas forcément à ce troisième opus, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont carrément épiques, qui envoient du lourd en termes de visuel et d'émotion, mais qui sont complètement gâchées par un côté comique, par un côté humour. Genre concrètement, euh, une chute ou alors voilà, bah, par exemple ceux qui ont vu le film, à la fin, je vais vous parler, c'est pas du tout un spoil, enfin, quand il y a une partie, en fait, le personnage va escalader une façade, on va dire, et c'est une scène totalement épique, tu vois, mise en avant avec de la grandeur, tu vois, la grandeur de la falaise qu'il escalade et tout. Et puis, t'as un côté comique qui va se prendre un coup de tête par une chèvre, et tout le monde va rigoler dans la salle. Mais je trouve que ce genre de petits trucs qui sont pas méchants et qui sont pas forcément mauvais en soi, je trouve que ça tue le charisme de certaines scènes. Donc, voilà, c'est un petit défaut, mais après, c'était déjà ce défaut, je pense qu'on pourrait déjà le faire dans. On pourrait déjà le trouver, le citer dans les deux premiers films Kingsman, donc c'est pour ça que c'est pas vraiment. On va dire, ça va pas le pénaliser Kingsman 3, et puis ça arrive pas tout le temps, c'est assez peu récurrent, mais quand ça arrive, personnellement, ça m'a fait chier. Je me suis dit, bah putain, vous niquez le charisme, quoi. Donc, euh, donc voilà. Je pense que j'ai assez parlé pardon, pour la partie sans spoiler, donc 20 minutes 20, 21 minutes 20, pardon, on entre en partie spoiler, c'est parti. Et donc concernant la partie spoiler, on va s'attarder sur le twist le plus important, je sais pas pourquoi j'ai dit twist, n'importe quoi, le twist le plus important du film, qui est la mort de Conrad, donc le fils du duc d'Oxford, euh, le fils d'Orlando, du coup, qui va mourir. Alors, on s'en doutait, moi personnellement, je m'en suis tout de suite rendu compte quand il disait que ça le dérangeait pas de mourir au combat, qu'il voulait absolument faire la guerre, et que quand on sait que la Première Guerre mondiale a été super meurtrière, et que dans le film, il nous disait, voilà, il y a eu 1 million de morts au front, etc., je pense que lui n'allait pas y risquer. Donc je m'attendais à ce qu'il meure si jamais il s'engage dans l'armée, et que quand j'ai vu qu'il s'était engagé, qu'il était parti au front, j'ai compris qu'il allait mourir. Et je m'étais dit, bon, ils vont faire une scène épique de sacrifice où il va se sacrifier pour sauver sa mission, pour sauver son armée, peut-être pour sauver un soldat, un ami à lui, peut-être, j'en sais rien. Et je m'attendais à une scène de sacrifice, et au final, que j'étais surpris, euh, parce que sa mort est ultra brutale et ultra inattendue. Mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que cette mort aura, je pense, surpris tout le monde dans la salle. Genre, on a tous eu un oh de surprise en fait, et je trouve ça super cool parce on est loin des clichés en fait, où justement ce cliché de la mort, on va faire un ralenti sur lui, où il va être à terre et puis il va parler à son ami qui va pleurer parce qu'il est mort, etc. Tous ces clichés, mais en fait, on passe à côté, on est sur quelque chose de tellement cash et de tellement imprévisible, quand voilà, en fait, il arrive dans la tranchée anglaise et qu'il a la petite boîte allemande, la petite boîte de l'allemand là qu'il avait enfin réussi à récupérer, c'était sa mission principale, boîte qu'il devait donner du coup à ses supérieurs. Et en fait, il est arrivé, il a fait ok, c'est bon, je suis innocent. Et un des soldats a vu la boîte allemande, il a fait putain d'espion allemand, il a pris son arme, il a tiré et il s'est pris la balle en pleine tête. Et c'était tellement inattendu, c'était tellement arrivé vite, tellement cash. En plus, avant ça, il y avait une scène qui était épique, qui était grave surprenante. Euh, une scène qui, voilà, est avec toutes les obus où il sort du No Man's Land avec le prisonnier, enfin non, l'espion anglais sur le dos, qui finit par une explosion qui le met en difficulté, et où tu te dis, ça y est, c'est fini, le gros de l'action est passé, et au final, il vient, il se prend une balle en pleine tête, et ça choque tout le monde, tu vois. Et justement, le truc avec le personnage de Conrad qui m'a un peu surpris, c'est son obstination pour l'armée. En fait, le personnage de Conrad, il cherche tout le temps à faire la guerre, et il en démord pas auprès de son père qui lui dit non, ne va pas à la guerre, ne fais pas ça, c'est violent et c'est pas bien pour toi. Et en fait, ce personnage, euh, concrètement, il va rentrer dans l'armée, alors qu'il sait que la guerre c'est dangereux. Il a même perdu sa mère en Afrique du Sud en 1902, dans un camp de concentration. Et du coup, c'est un peu dégueulasse, et j'ai pas compris son obstination pour l'armée. Alors peut-être que c'est un rêve
d'action et d'aventure qu'il a un besoin d'adrénaline. Mais alors pourquoi il n'a pas rejoint le Kingsman avec son père? Pourquoi il n'a pas fait justement, bah, il aurait pu rejoindre le Kingsman où il aurait eu de l'action et de l'aventure et, et ça aurait sevré son besoin et en plus il aurait choisi les causes pour lesquelles il se bat parce que son père l'avait prévenu que c'est pas toi qui choisissais tes combats à l'armée, qu'on t'imposait de tuer, qu'on te disait lui c'est ton ennemi, tu dois le tuer. Et justement, bah, si on m'aurait dit ça et que j'avais l'opportunité de rentrer dans le Kingsman et du coup d'avoir ce- enfin, ce côté ouais, aventure et adrénaline, tout en pouvant choisir les causes pour lesquelles je me bats, des causes qui sont nobles et qui ne sont pas d'intérêt politique, enfin, pas plus que ça, mais qui sont, on va dire, dans ton véritable intérêt et dont tu connais les véritables intentions, alors que la guerre, bah, concrètement, comme le disait le duc d'Oxford, tu sais pas vraiment pourquoi tu te bats, tu sais juste que tu as un ennemi à tuer et tu le tues. Et dans ce cas, moi, je me dis, si j'étais Conrad, eh ben, j'aurais rejoint mon père, j'aurais choisi les causes pour lesquelles je me bats. C'est ça que j'ai pas trop compris au niveau de son obstination, on va dire. Et pour continuer dans cette partie spoil, on va citer un petit défaut, je trouve, c'est qu'il y a eu un gros raccourci cinématographique qui a été bah, pris, qui a été emprunté, c'est eh ben justement quand le duc va voler l'écharpe je sais plus le nom de la fille, mais en tout cas il va voler une écharpe et puis il va le montrer au tailleur de Kingsman et va dire bizarrement, il va dire ouais c'est une laine rare qui se trouve à un seul endroit dans le monde, bizarrement comme par hasard, tu vois, et on sait où c'est que ça se situe. Et du coup, bah, c'est un peu, je trouve, un très gros raccourci cinématographique d'avoir fait ça. C'est pas forcément une mauvaise idée, hein, mais c'est juste que c'est un gros raccourci et j'ai direct senti qu'il fallait qu'on amène directement la fin du film, qu'on n'avait pas bien anticipé cette fin justement, que il fallait que on en rajoute à chaque fois qu'il y ait enfin, qu'il fallait que ça se fasse très vite parce que bah, t'avais l'impression que le temps il était chronométré. Tu vois, ils ont dit bon, il faut qu'on arrive à la fin, on va l'instaurer très cash, on la met tout de suite et bim, on envoie ça. Comme ça, ça dure 2 minutes le dialogue où il dit ouais, c'est une laine rare, on la trouve à un seul endroit dans le monde et comme ça, bim, ils y vont et on peut entamer la fin. Je trouve que c'était un petit peu trop vite abordé, mais en vrai, des raccourcis cinématographiques, je vais pas le démolir pour ça parce que quasiment tous les films en empruntent et il y a même des films qui font bah, beaucoup plus gros que ça, donc en vrai je vais pas lui tacler, mais je le relève juste parce que c'est important de le rappeler aussi. Et justement bah, concernant cette fin de film, elle est, on va dire, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épique justement quand je voyais tout le côté guerre mondiale, etc. Je m'attendais à ce qu'il y ait justement une grosse bataille avec bah, des obus, des avions, de la guerre, etc. Et au final, on a eu un simple duel, alors enfin simple, on se comprend, il y a eu un duel entre ben, Morton, qui est le méchant principal, donc comme je l'ai dit, pas ouf, et le duc d'Oxford, qui va se faire à l'épée en gentleman, et c'est ça qui est cool, c'est là où la fameuse phrase c'est à ces manières que l'on juge un homme a été citée. Euh, et il va y avoir ce combat à l'épée, ils veulent faire ça en tant que gentleman, et justement, j'ai trouvé ça cliché, je me suis dit non, ok, c'est du fan service, on fait ça en mode gentleman à l'épée, on règle ça poliment, enfin poliment à l'épée, mais et je me suis dit mais c'est un peu cliché en fait. Et justement là encore le film m'a surpris avec ça, c'est-à-dire que t'as Morton qui fait bon moi l'épée enfin régler ça à la bonne manière ça me fait chier, puis qui lance une grenade qui va exploser, enfin où justement on a le duc, où va y avoir ce fameux ralenti où le duc a un espèce de bouclier, puis la grenade va exploser, il va reculer. Enfin, j'ai trouvé ça cool, tu vois. Après, justement, il m'a surpris justement par rapport à ça, où le film est conscient que c'est cliché, et où il va changer les clichés. C'est pareil que la mort de Conrad, en fait. Où il sait que ça va être cliché s'il part comme ça, et du coup, il va tout faire pour, bah, justement, pour les casser. Et je trouve ça cool, c'est une bonne intention de faire ça, et ça change de ce qu'on a l'habitude, donc en vrai, c'est cool. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire sur la partie spoil. En plus, la vidéo, elle est déjà à 30 minutes, donc si vous êtes encore là, bah, je vous remercie. C'est cool, les refs. Vous avez regardé 30 minutes de votre vie sur ma vidéo, donc c'est cool. Donc je vais rapidement passer à la note, donc note que je mettrai également en description. Et d'ailleurs, si, en description, il y a toute la critique ultra détaillée et bien écrite, parce que là, je partais un petit peu dans tous les sens. Dans la description, vous avez la critique écrite bien concrète,
Donc n'hésitez pas à aller la lire, ça fait un résumé de tout ce qu'on a dit là. C'est pareil, sans spoiler, avec spoiler. Et vous aurez la note qui est de 9 sur 10, du coup, que j'ai attribuée à Kingsman. Donc c'est une très bonne note, peut-être même qui méritait un chouïa moins, mais comme je dis, c'est une note objective, donc je me sers d'un barème. Et ce barème m'a donné la note de 9 sur 10, donc on prend, et je trouve que c'est quand même mérité, parce que c'est quand même un bon film, hein, donc... Non, en vrai, c'est cool. N'hésitez pas à faire un tour en description et aller voir mes autres vidéos, mes autres critiques. Et ils sont pas exactement pareils, qui ont pas du tout la même, la même durée. Donc voilà. C'était Hugo. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo, très probablement la critique de Scream, qui était une véritable daube. Mais on en parlera dans cette future vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à commenter la vidéo. Je le dis pas assez souvent, mais les commentaires, j'y réponds toujours. Donc c'est super cool. C'était Hugo. Ciao.